Chers collègues et amis d'Europe et de France, me voici aujourd'hui 10 septembre, devant vous, à visage découvert, pour un exercice totalement inédit. L'enregistrement à la faculté des lettres de Reims de la conférence que je devais prononcer à l'université de Porto en ouverture du colloque Plaisir de lire, état de l'art. Je ressens au seuil de cet exercice à la fois de la frustration de ne pas être parmi vous et du plaisir quand même de penser qu'elle pourra donner lieu le 17 septembre à un échange. Exercice difficile et inédit, je vais faire de mon mieux. Et ce qui va m'aider peut-être à faire de mon mieux, c'est de penser à tous les amis que je devais retrouver et auxquels je pense en ce moment, à Anna Paula, Christina, Franck, Victoria, Aniko, Maria, José, pour le groupe Léa notamment. Je tiens à remercier aussi l'université de Porto, où je n'ai que de bons souvenirs, et les amis organisateurs de Léa d'avoir pensé à moi pour ce colloque et pour ce sujet qui bien sûr m'intéresse. Et enfin, je remercie aussi les amis de Reims qui me permettent de réaliser cet exercice. Agnès Faller, responsable des éditions et presse universitaires de Reims, et Marie-Pierre qui veut bien ce matin m'enregistrer. Je précise que cette conférence sera complétée par un exemplier et une bibliographie que je vais envoyer aux organisateurs. Plaisir de lire et de regarder, de la littérature à la peinture. J'ajoute un sous-titre à cette communication, réflexion sur la relation esthétique à partir de Jean Dubuffet, inventeur de l'art brut, que j'ai eu l'occasion de découvrir cet été. J'ai plusieurs objectifs dans cette communication. D'abord, d'affiner la réflexion sur la notion de plaisir, en distinguant plaisir littéraire ou artistique, partageable, et jouissance solitaire. Il s'agit aussi, comme l'annonce mon titre, d'élargir la réflexion sur l'acte de lire en voyant son application problématique à un art voisin, la peinture. Plaisir de lire, soit, mais plaisir de regarder pour la peinture, et par là je signale que lire un tableau est une expression problématique. On ne peut pas réfléchir sur ces notions plaisir et lire sans les associer à la relation artistique dans sa dimension esthétique, et j'entends par là un certain alliage de l'intellect, toujours verbal, et du sensible, du non-verbal. Cela m'amènera à réfléchir aussi sur la notion d'inconscient esthétique dans son lien au plaisir de lire. Je procéderai donc, après un cadrage théorique sur ces notions, à un approfondissement en me servant du peintre Jean Dubuffet, également plasticien, également littérateur et penseur de l'art, qui fait partie, selon moi, de la dernière avant-garde du XXe siècle, et je le dis malgré toute sa défiance vis-à-vis des classifications. Ajustement notionnel, donc. La théorie littéraire, comme tout langage de communication, repose sur des catégories partageables. C'est par le signifié, dénoter des mots, proches selon Saussure du concept, que le langage permet l'échange avec autrui. Le signifié subsume, sous le général, la diversité foisonnante de l'expérience sensible. En art, toutefois, les catégories sont particulièrement complexes. C'est pourquoi je préférerais parler de notions plutôt que de concepts, ce qui n'empêche pas de viser une certaine rigueur. Plaisir-jouissance d'abord. Je reviens sur ce couple fameux en avançant tout de suite l'idée que la jouissance littéraire, très à la mode dans les années 1960-70, est en réalité peu compatible avec la notion de littérature
telle que je propose avec un certain nombre d'autres de la comprendre, littérature prise au plein sens du terme, comme relation entre au moins deux sujets distincts. Barthes avait opposé, dans son essai fameux de 1973, le plaisir du texte, il avait opposé le plaisir du texte qui peut être dit au texte de jouissance qui mettent le plaisir en pièces, la langue en pièces, la culture en pièces. Paradoxe de théoricien tout de même, puisque ce texte de jouissance, il en parle, autrement dit, il s'emploie à dire ce qui ne peut être dit. Et au début de son essai, il l'avoue lui-même, plaisir-jouissance, terminologiquement, cela vacille encore, j'achoppe, j'embrouille. La jouissance abolit les frontières du sujet. Elle aboutit à fondre sans distinction le sujet-auteur et le sujet-lecteur dans un texte transcendant. Dans un colloque fameux sur Barthes tenu à Lisbonne, j'avais commenté le texte de Barthes pour l'Encyclopædia Universalis, dans lequel il avance cette expression réjouissante du texte textuel. Le texte jouissant serait le seul qui serait textuel. Je propose, avec Yves Bonnefoy, me servant de son dernier livre essai L'écharpe rouge, 2016, entre autres, d'envisager au contraire la relation littéraire comme échange verbal, échange au sens que lui donnent les anthropologues de Mauss à Lévi-Strauss, c'est-à-dire don et contre-don, c'est-à-dire aussi l'idée que cet échange serait en quelque sorte différé. Ça, c'est quelque chose que j'ajoute et que j'ai avancé dans un article de 2019 que vous trouverez dans la bibliographie. La littérature comme échange verbal différé, don et contre-don, à propos, bien entendu, du plaisir ou des plaisirs de lire. Seul le plaisir, avec sa part de ressaisie verbale par d'autres mots, est partageable. L'horizon de la jouissance, quant à lui, est solitaire. Et ceci découle de l'apparition historique de deux notions, littérature et esthétique, sur lesquelles je veux faire un petit rappel. Littérature, esthétique, parole et contre-parole. C'est Jacques Rancière qui a le mieux analysé l'émergence de ce mot littérature au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, au moment où le mot surgit dans le champ européen et remplace les belles lettres. Selon les belles lettres, les productions écrites sont données comme des modèles à admirer, tandis que la littérature propose de l'envisager comme des productions verbales, s'il s'agit de textes, à évaluer. Je cite souvent ce passage de Politique de la littérature comme régime historique d'identification de l'art d'écrire. Cette identification implique le jugement d'autrui, et l'identification de l'art d'écrire coïncide avec un autre terme, surgi peu avant, c'est le mot esthétique. C'est Baumgarten qui forge ce néologisme en 1750 à partir de l'adjectif grec aesthetica et qui contribue à la constitution de l'esthétique comme discipline. Il envisage la faculté esthétique propre à l'être humain et qu'il donne à concevoir donc comme une faculté intermédiaire entre la sensation et l'intellect. Littérature esthétique tournant des XVIIIe et XIXe siècles, on sait bien que l'Europe est à ce moment-là l'objet d'un changement politique considérable et Jacques Rancière a aussi très bien étudié ça dans tous ses travaux sur l'esthétique et jusqu'à son tout dernier livre de 2020 dans lequel il parle de esthétique et paysage. J'ajouterai ceci, pas d'esthétique peut-être sans parole, à la fois déposée et lue par son propre producteur, on pourrait parler de parole octoriale, et en corollaire, comme nous le montrent les linguistes, il n'y a jamais de parole sans contre-parole lectorale, même si celle-ci, pour un certain nombre de commentateurs, pose problème. Parole et contre-parole
sont animés par une pensée à la fois consciente et inconsciente. J'aborde ici justement un autre essai de Jacques Rancière, L'inconscient esthétique, qui date de 2001, et non sans rappeler peut-être au préalable que les artistes n'ont pas attendu Freud pour avoir l'idée que l'inconscient était impliqué dans l'art, mais c'était plutôt implicite, c'était plutôt de l'ordre de l'intuition. Cela se précise à la fin du XIXe siècle, et cela prend d'un seul coup, occupe le devant de la scène au XXe siècle, d'abord avec la psychanalyse, et puis peut-être avec une réflexion renouvelée et élargie sur la notion d'inconscient. Et cela mène à deux vagues de l'avant-garde. Enfin, c'est ainsi que je propose d'envisager les choses. Première vague, l'art et l'inconscient psychique freudien, voire jungien, dans la foulée de Dada et du surréalisme, sont représentatifs de ce qu'on appelle toujours, fréquemment, en tout cas, les premières avant-gardes du siècle. Plus tardif, et non moins intéressant, ce que j'appellerais l'inconscient corporel, et la deuxième vague de la révolution artistique du XXe siècle, une vague qui a pour caractéristique d'être beaucoup moins organisée que la première. Ce sont des singularités qui s'ajoutent les unes aux autres. On pourrait citer les noms de Bataille, de Michaud, de Ponge, Alechinsky, Pollock et pourquoi pas du Buffet. Aucun d'eux ne cherche à constituer véritablement mouvement. Et pourtant, un certain nombre de traits les rassemblent. L'inconscient freudien, note Jacques Rancière, traite le non-sens apparent en symptôme d'une histoire. Autrement dit, cet inconscient freudien peut à un moment donné être dit par l'interprète. L'inconscient esthétique, pour sa part, correspond à la voix anonyme de la vie inconsciente et insensée. Cette voix provient du contact de l'artiste avec la matière, de son implication corporelle dans le geste artistique. Cet inconscient esthétique plus large trouve aussi un écho dans les travaux de Laurent Génie que je veux à présent évoquer, à partir de deux livres, La vie esthétique 2013 et Le désir de voir 2020, que j'ai également eu le plaisir de lire cet été. Esthétique, inconscient et partage. Dans le livre de 2013, j'isole un certain nombre de traits qui m'intéressent. L'extension de l'esthétique, telle que l'avait sans doute envisagé Baumgarten, mais qui a très vite été quand même appliquée prioritairement aux situations artistiques, à toutes les situations humaines. La vie esthétique devient le propre de tout le monde, ce qui veut dire aussi comme corollaire que l'activité artistique est potentiellement présente chez tout être humain. Dans le livre de 2013, je relève le moment esthétique comme structure et jeu de relation. Il est énergie et refiguration, énergie de refiguration. Dans le désir de voir, tout récent, il me semble que Laurent Génie élargit encore la perspective freudienne. S'il avait été un freudien orthodoxe, il aurait écrit la scoptophilie, ce qui faisait un peu pédant peut-être, ou la pulsion scopique. On sait que Freud a théorisé cette idée que l'art serait toujours finalement la réactivation de la scène primitive pour le sujet humain et que toute l'activité artistique consiste à sublimer cette implication primordiale. Génie écrit « désir » plutôt que « pulsion ». Désir est plus large. Désir de voir, et non pas seulement scopique, parce qu'on voit en rêve, et on voit aussi dans la vie diurne. À noter que Paul Ricoeur avait déjà signalé le côté peut-être trop réducteur de la sublimation comme mécanisme de la création artistique. Est-ce que vraiment la création artistique ne relève que de notre inconscient sexuel refoulé? J'en viens enfin à nouveau à mon propos principal du texte à l'image, avec l'idée qu'il y a ici un seuil à ne pas escamoter. Lire un texte
lire un tableau, comme certains l'écrivent tranquillement, comme si ça allait de soi, ce ne sont pas deux expressions qu'on peut mettre en parallèle, comme si elles étaient équivalentes. Et ici, je renvoie au très bon livre de Michel Butor, Les mots dans la peinture, 1969, qui me permet d'explorer cette différence. Butor commence par expliquer que nous avons besoin des mots pour lire les tableaux, les regarder, les comprendre, et qu'une longue tradition nous aide à cette opération, notamment grâce aux légendes, grâce au sujet du tableau, grâce à l'objet représenté, et tout ceci s'applique particulièrement bien à la peinture historique ou au sujet mythologique, qui transpose en images une scène déjà vécue ou racontée ailleurs. Mais le même Butor, à la fin de son livre, en vient à aborder la peinture moderne qui met en échec cette prétention à rendre compte ou à comprendre le tableau avec les mots. Si je parle de lecture littéraire, il y a bien entendu un pôle de passivité, de consentement, dans lequel on peut retrouver de la fantasmatisation, du voyeurisme, une sorte d'implication confusionnelle des sujets, mais il y a aussi un pôle d'activité, de maniement des signes, qui implique l'autonomie du sujet lisant. Dans le rapport au tableau, la fascination est plus grande. Le tableau est un piège à regard, dit Lacan, et c'est Jean Houry qui le cite dans son livre Création et schizophrénie. L'excédent de l'image sur le sens véhiculé signale donc cette différence. Je veux citer ici un auteur que j'étudie souvent, comme certains d'entre vous le savent. Je veux parler de l'écrivain Aragon, qui écrivait dans un entretien avec Jean Cocteau en 1957, je le cite, « Et je pense que si nous entrons dans un musée, eh bien, puisque c'est notre prétexte aujourd'hui dans le musée de Dresde, c'est précisément qu'il y a de l'irréductible aux mots. » Cette expression de 1957 me semble préluder à l'adoption par Aragon de l'idée d'arrière-texte, dont certains d'entre vous savent que nous l'avons travaillé spécialement à Reims, et cette notion d'arrière-texte comme une notion qui permet de penser l'hétérogénéité de tout art et de l'art littéraire en particulier. Je reviens en arrière un instant pour vous montrer dans le livre de Butor, à gauche, un sujet mythologique. On peut lire le tableau de Bruegel, La chute d'Icare, en comprenant assez aisément ce que représente ce tableau. Par contre, avec le peintre expressionniste américain Jasper Jones, 1954, nous avons une toile de l'informe et du chaos dans laquelle se dissimulent à peine, on ne les voit pas très bien ici, des lettres. L'arrière-texte, puisque j'en parlais à l'instant, signale la faille entre lire et regarder. Je renvoie ici à un volume à 3 mains que nous avons publié en 2013 et que vous trouverez dans la bibliographie, en précisant que 2 des couches de sens de l'arrière-texte signalent cette hétérogénéité relative des composantes de l'art, qu'il soit littéraire ou pictural. Irréductibilité d'abord de la chose vue à la chose dite, et ensuite implication dans le texte, s'il s'agit de texte, du corps et de la matière, ce qui est beaucoup plus évident peut-être s'agissant de peinture. Dans les 2 cas, il n'y a pas conversion totale, mais incidence d'un domaine sur l'autre. Le poète va au musée, non seulement pour essayer de dire ce qu'il voit, mais aussi pour appréhender ce qu'il ne peut pas dire. Je vous propose maintenant de nous glisser dans les pas de Jean Dubuffet, plasticien et écrivain, et ceci nous mènera jusqu'au point d'orgue du cabinet logologique. Vous le voyez ici, photographié à droite en 1960 et selon un autoportrait qu'il a réalisé en 1966. Il est l'inventeur, comme vous le savez sans doute, de cette notion d'art brut, pas toujours très bien comprise, notion qu'il a préférée au primitivisme. Je l'ai rattaché dans mon propos précédent
à la deuxième vague des avant-gardes du XXe siècle, sans être sûr qu'il aurait souscrit à un tel propos. Je crois qu'il n'aurait pas souscrit car il récusait toute inscription dans un collectif. Or, justement, cette deuxième avant-garde, moi j'y vois la récusation de la coupure nature-culture, un anti-historicisme, une insurrection contre la rationalité, et je pourrais ajouter peut-être un individualisme exacerbé. Et cela se lit de bataille à l'expressionnisme américain, les Pollock, Rauschenberg et autres. La vie de Dubuffet est très curieuse puisqu'il se tient d'abord pendant une vingtaine d'années au seuil de la carrière artistique. Il avait hérité d'un commerce de vin de la part de sa famille et ce n'est qu'en 1942 qu'il fait le choix définitif de l'art, lui qui récusait l'art comme institution, ce qu'il appelait l'art culturel. L'art brut, expression qu'il invente en 1945, est préféré par lui au primitivisme, bien qu'il y ait des similitudes. Il y avait eu un livre important de Georges-Henri Luquet en 1930 sur l'art primitif précisément, et l'art primitif partage avec l'art brut le refus de dressage culturel, en mettant l'accent sur 3 formes d'expression: l'art naïf, enfantin ou populaire, l'art des aliénés, l'art des peuples dits primitifs, l'art nègre notamment. Mais le primitivisme est entré dans les musées et les histoires de l'art comme catégorie, et c'est ce que Dubuffet récuse, et son art brut va pasticher les catégories du primitivisme en privilégiant le côté sauvage, irrécupérable de la création picturale. Je me réfère ici à un livre de Baptiste Brun, Jean Dubuffet et la besogne de l'art brut, qui date de 2019. Alors, un échantillon des premières productions d'art brut de Dubuffet. À gauche, Métro. À droite, L'accouchement. Vous voyez un peu qu'il joue au naïf à gauche et il joue un peu aux artistes précolombiens à droite peut-être. Comme encore ici dans Archétype à gauche, 1945, et Vénus du trottoir à droite. Vous avez vu aussi que certaines de ces œuvres sont actuellement dans les grands musées américains, puisque les Américains ont accordé beaucoup plus d'importance et de place à Dubuffet que les Européens et les Français en particulier. L'art brut, Dubuffet s'est amusé, s'est essayé à le transposer en mots, et cela donne ces textes en jargon. L'air de la campagne, 1943, En voyage, 1949, La bonne femme à Bébert, 1950, Où qui va traîner ses bottes, 1958, La botanique, 1973. Rien que la lecture des titres vous montre déjà le procédé, la manière d'écrire, puisque finalement, nous avons ici sous les yeux une transcription phonétique, comme si on avait quelqu'un qui est en train d'apprendre la langue et qui, ne la connaissant pas vraiment, procède à un mauvais découpage syntaxique ou morphologique, malmenant également le code de la langue. Non content de faire ce que Dubuffet lui-même a nommé du jargon relatif, il s'est essayé au jargon absolu, c'est-à-dire un texte composé de mots inventés et dont la signification est problématique selon les propos de l'auteur lui-même. Et on pourrait ici citer L'Ourloupe, 1962. Jargon relatif, La bonne femme à Bébert, avec à la fois une expression plastique à gauche et un texte qui peut paraître illisible au premier instant, mais dont on comprend rapidement le procédé, comme je le disais. Je le lis. La bonne femme à Bébert, quand elle est en colère, il t'y enfile un bout dans le train, ça fait du bien, esma reste morula. Ben, dis-le si t'aimes pas ça. Elle se fait bourrer dans tous les coins. Quelle sale putain que c'est celle-là. Bon, c'est pas très correct, hein, volontairement. Et si on regarde aussi le contenu transposé,
c'est du machisme au degré le plus basique qui soit, a signalé que Céline avait trouvé ce texte fort divertissant et il l'avait dit à Dubuffet dans sa correspondance. Jargon absolu, reproduit dans les écrits de Dubuffet, je vais en parler dans un instant, ça c'est pour que vous voyez le début de l'ourloupe. Je grossis. Onufle, Audrillon, Marvac, Anat, etc. Comment ça fonctionne? Ce que nous avons sous les yeux est un simulacre de langage. Chaque mot évoque plusieurs mots possibles, mais aucun en particulier, et ça ne s'enchaîne pas. Bien entendu, ça peut vous rappeler les mots valises de Lévis-Carroll, de Boris Vian, de Queneau et d'autres, sauf que ces mots valises étaient insérés dans un texte, donc articulé. Ici, c'est désarticulé, et on peut s'interroger ici sur le plaisir de lire. Amusement ou irritation? À noter quand même que Dubuffet n'a pas écrit que du jargon, il a écrit 4 volumes d'écrits à visée théorique sur l'art, près de 2000 pages. Publié les 2 premiers volumes en 1967 et les 2 derniers à titre posthume en 1995. Et il y pointe le paradoxe d'une théorie antithéorique, ou c'est peut-être moi qui la pointe. Le refus de définir. C'est une erreur de croire qu'on peut énoncer de ces idées des formulations bien fidèles. On n'en représente qu'une face, or elles en ont plusieurs. Ça, c'est dans la note préliminaire de 1985. Ça va de pair avec le refus de faire école et l'individualisme dont je parlais. Il y a eu dans l'après-guerre une collaboration entre André Breton et Dubuffet. Breton, revenu des États-Unis, cherchait à relancer son surréalisme et il s'intéressait aux choses nouvelles, et l'art brut, bien entendu, l'a intéressé. Et avec le projet d'Almanach de l'art brut, c'était pour Breton peut-être relancer le surréalisme d'une façon nouvelle, sauf que cette collaboration a échoué parce que Dubuffet ne voulait s'asservir à personne. Et elle montre aussi peut-être la divergence également philosophique entre les deux. D'un côté, un idéalisme surréaliste chez Breton, et de l'autre, sans doute, un matérialisme implicite chez Dubuffet. 2 versions de l'inconscient aussi, puisque Breton majoritairement comprend l'inconscient au sens freudien, et il pense même qu'il va, comme dans l'auto-analyse freudienne, lire son propre inconscient. C'est par exemple le cas de son livre L'amour fou. Dubuffet, au contraire, donne à apercevoir l'inconscient, à apercevoir dans toutes ses dimensions psychiques et corporelles. On arrive au cycle de l'ourloupe et on s'approche du cabinet logologique. C'est le plus long et le plus original du travail de Dubuffet. Je le cite encore. Le mot ourloupe était le titre d'un petit livre publié récemment et dans lequel figurait, avec un texte en jargon, des reproductions de dessins au stylo bille rouge et bleu. Je l'associais par assonance à hurler, ululer, loup, riquer à la houppe, et le titre Le Horla de Maupassant, inspiré d'égarement mental. J'ai pris ceci sur le site de la Fondation Dubuffet, très intéressant. Il y a donc bien dans l'ourloupe un travail poétique sur la langue, à nouveau quelque chose qui évoque vaguement le mot valise, et en lien avec le fantasme. Je cite à nouveau Dubuffet. Le cycle de l'ourloupe a commencé par des dessins et des peintures, après quoi j'ai ressenti le besoin d'associer des reliefs à ces peintures. Fin de citation. Il en est résulté des panneaux sculptés et peints qu'on va voir et qu'on va retrouver aussi dans le cabinet logologique, puis des architectures imaginaires. À Périgny-sur-Yerres, dans la banlieue parisienne, Val-de-Marne, a été ainsi édifiée entre 1971 et 1976 la closerie Falbala, avec en son sein la villa Falbala, dont les portes ouvrent sur une antichambre, puis sur le cabinet logologique. Logologique, tout le monde aura entendu, je suppose, le mot logos et son sens hérité des Grecs. Premièrement, le logos chez les Grecs désigne la langue, mais il désigne aussi la rationalité du langage. Un nouveau logos, et Dubuffet le commente ainsi dans Prospectus 3, le 3e de ses volumes d'écrits théoriques, une écriture uniforme,
départicularisante, appliquée indifféremment à tous les objets. Donc, le cabinet logologique a pour objectif modeste de refonder le logos des Grecs. L'Ourloupe nous mène à ce que je considère comme l'acmé de la question du langage et de la figuration dans l'œuvre de Dubuffet. Et on peut partir à nouveau d'essais de théorisation relevés dans les textes théoriques de Dubuffet, celui-ci en particulier qui date de 1970. Je crois qu'on peut trouver dans tous mes travaux constamment, et déjà dès leur commencement en 1942, une alternance d'humeur qui me porte tantôt à mettre l'accent, un accent qu'on pourrait dire expressionniste, non exempt d'outrance caricaturale, sur la spécificité des objets figurés. Tantôt, au contraire, à ne plus donner à cette spécificité qu'une considération réduite, outrancièrement réduite, supposant un monde où tout procède d'un sens unique et où tous les objets n'ont plus guère d'individuation propre, ne sont plus guère identifiables. Ceci attire notre attention sur le lien entre objet identifiable et catégorie verbale liée au signifié des mots. Je cite encore Dubuffet. « On attend d'un peintre qu'il ouvre des voies neuves au regard que nous portons sur notre quotidien entourage. Or, il faut prendre conscience que ce que nous prenons pour le réel et qui nous apparaît fortement comme tel, comme seul tel, n'est rien de plus qu'une arbitraire interprétation des choses à laquelle pourrait aussi bien être substituée une autre. Substitution mène-t-elle vers une connaissance plus profonde ou vers la dissolution de la connaissance, à chacun d'apprécier? Voici, en tout cas, des représentations de cette closerie falbala que vous voyez à gauche. Alors, l'espèce de clôture extérieure de l'édifice entoure un espace en blanc sur lequel le visiteur peut marcher, et puis vous voyez une espèce de construction au centre, la villa falbala, et à droite, vous la voyez en plus gros, cette villa, et vous voyez les portes qui mènent au cabinet logologique. Et le voici, ce cabinet, une fresque en continu sur les 4 murs d'une pièce et une porte à 2 battants. On regarde ceci un instant. Le cabinet logologique est la reproduction maximisée du style de l'Ourloupe dont vous avez ici des échantillons à gauche et à droite. Plus d'objets réellement identifiables, même si à gauche on croit voir 2 figures avec 2 yeux, les corps ne sont pas délimités et chacun peut y voir à peu près tout ce qu'il veut. L'Ourloupe en image avec son extension en spectacle. Ici, au contraire, nous avons quand même des figurines qui étaient d'ailleurs animées par des acteurs, et ça a donné lieu à une sorte de comédie musicale bouffonne que Dubuffet a présentée à la fois à New York et aussi à Milan, avec une musique de lui, puisqu'il visait aussi un art à toucher à tous les arts. Je vais faire un détour par Henri Michaux pour tenter de mieux comprendre le problème. C'est un contemporain du Dubuffet et aussi un ami. Et Michaux nous permet de mieux appréhender encore la problématique du continu et du discontinu. Les 2 artistes se sont rencontrés en 1945 et ils sont devenus amis. Et leur correspondance le montre, cette appréciation mutuelle, et on la retrouve dans le 4e volume de Prospectus. La parenté principale entre Michaux et Dubuffet est la volonté de casser les codes de base de la figuration picturale ou verbale. Michaux écrit « Je peins pour me défamiliariser » au début de son livre « Émergence, résurgence » 1972.
Michaud y oppose le continu de l'expression picturale et le discontinu des signes du langage verbal, même si ce discontinu n'est pas forcément susceptible d'être décodé. S'agit-il de signes ou simplement de simulacres de signes du langage verbal? Je signale ici que j'ai, dans cette conférence, laissé un aspect de côté, sans doute est-ce lié au trait propre de l'œuvre du Buffet. C'est une autre dimension du continu qui est celle de la couleur. On pourrait dire que la couleur constitue un autre bloc perceptif, inentamable par les mots. Par exemple, pour savoir ce qu'est un bleu de Klein, que faire d'autre que de regarder un bleu de Klein? Je laisse ça de côté. Je reviens à Michaud. Au début d'Émergence-Résurgence, les pages 8 et 10, que j'ai ici juxtaposées, à gauche, la ligne continue, à droite, le simulacre des signes discontinus. Et nous revoici dans le cabinet logologique. Lorsque vous visitez, comme je l'ai fait cet été, cet endroit tout à fait étrange et intéressant, la guide vous invite à imaginer Dubuffet passant de longues heures assis au centre de ce cabinet, tout seul. Une pièce avec donc cette fresque murale. Mais il y a deux portes. La fresque en continu, c'est la faillite du logos des Grecs, fondé sur les catégories rationnelles du langage. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette position, Dubuffet ne l'a pas tenue complètement et il a réalisé une porte. Et l'on est prié, et lui-même le commente, de savoir qu'à gauche et à droite, nous avons le paladin et la paladine. Vous pourrez toujours jouer comme les spectateurs du site sont invités à le faire, à savoir qui est le paladin et qui est la paladine, car les ressemblances sont plus importantes que les différences à chercher. Ce qui m'intéresse, au-delà de savoir qui est qui, c'est que l'artiste introduit ici quelque chose qui a un rapport avec la distinction des sexes, et j'y vois une porte vers l'altérité au sein de la fantasmagorie toute puissante du sujet rêvant le monde avec lui tout seul. Autrement dit, l'art brut, poussé dans ses conséquences extrêmes à travers le cycle de l'ourloupe, nous donne à voir et à concevoir peut-être certains ressorts du pôle confusionnel plus actif en régime pictural qu'en régime verbal. Pôle confusionnel dont l'œuvre du Buffet représente ici une maximisation. Par le mot ou par son équivalent pictural, la figure, l'un et l'autre art, peinture et littérature, s'arrachent au pôle confusionnel et ouvrent un espace à la lecture. Je signale que Francis Ponge, ami et admirateur de Dubuffet, qui l'a vanté dans un certain nombre d'écrits, n'a pas suivi Dubuffet jusqu'à l'ourloupe. Je le tiens de sa fille Armande Ponge, avec qui j'en ai parlé à la suite de ma visite, et qui m'a dit « Ponge n'a pas compris l'ourloupe ». C'est assez compréhensible si l'on pense que le but de Ponge était de refonder le logos. Dubuffet, quant à lui, que fait-il si ce n'est de s'approcher au maximum de sa destruction? En quelque sorte intenable malgré tout. Et cela nous renverrait aussi à des paradoxes de cet artiste, paradoxes qu'on retrouve sur le site de la Closerie, dont la visite, comme je le disais, est tout à fait étonnante. C'est le siège d'une grande partie de l'œuvre de Dubuffet, qui s'est avisé que peut-être ça allait disparaître, son œuvre, qu'il a construit malgré tout pour la postérité, lui qui détestait les musées, qui détestait le côté institutionnel de l'art, et qu'il a comme soustrait au regard, comme le montre l'espèce de palissade en dur qui entoure la Villa Falbala,
et comme le montre aussi la difficulté qu'on peut avoir en tant que visiteur à se rendre sur le site. Un vrai jeu de piste. C'est le paradoxe d'un artiste tout en contradiction qui empêche et peut-être invite à mettre en parole cette expérience déroutante. À la clé, une conversion du plaisir des plaisirs de regarder en plaisir de dire. Car finalement, si le plaisir des plaisirs de lire était indissociable d'un plaisir de dire, je vous remercie.